Donc pour commencer, sur le management collaboratif, quand on en a discuté avec le comité éditorial, la première chose qui revient aujourd'hui, c'est notamment sur le management. On est un peu en mode, en ce moment, SOS manager. Le côté très déstabilisé de nos équipes managériales. Donc dans notre thème de management collaboratif, il y a le côté collaboratif et management. Et on se dit finalement comment le collaboratif, au-delà des qualités individuelles du manager, c'est aussi une question collaborative de culture, c'est une question d'organisation et c'est une question évidemment d'outils, de méthodes et d'approches. Donc on va essayer de balayer un peu ces 4 sujets, management, organisation, culture et outils ce matin. Alors c'est sûr que quand on essaie de regarder sur certaines études, sur les profils des managers, on a énormément de qualités qui ressortent sur le côté collaboratif. Alors on a des termes comme le coaching, bien évidemment, qui ressortent, comment je crée de l'intelligence collective, comment je fais émerger les nouvelles idées dans mes équipes. Donc ça, c'est le Canvas Blue Ocean qui déjà, évidemment, fait ressortir l'importance du collaboratif dans les organisations. Donc ce matin, on va vraiment aborder le point du management collaboratif. On va faire un focus sur le côté organisation et structure. Et puis on se dit finalement, est-ce que nous sommes, la vraie question qu'on peut aussi se poser, est-ce que nous naissons collaboratifs ou est-ce que nous le devenons? Les gens ne naissent pas collaboratifs, mais ils le deviennent. On a un tout petit peu plagié la phrase de Simone de Beauvoir. Alors pour commencer, on va organiser une Smart Battle, une forme de joute oratoire. C'est un nouveau format qu'on teste au Uptalk et qu'on testera peut-être dans des formations par la suite. La particularité de cette joute oratoire, c'est que derrière, il y aura un atelier participatif. Donc, d'où l'accès à Bicast que je vous invite à rejoindre, puisque derrière ces joutes oratoires qui va être sur le sujet de peut-on diriger sans pouvoir, une joute oratoire, c'est forcément une question fermée pour mettre des points de vue très opposés en exergue. Donc on aura un pour-addicteur et un contre-addicteur, donc avec Laurent Moisseau et Nicolas Magnan, que j'invite à me rejoindre. Merci d'être vous prêter à l'exercice. Donc peut-on diriger sans pouvoir? Effectivement, c'est une des questions qu'on a commencé à se poser, puisque finalement, le collaboratif peut potentiellement ou pas faire peur, en tous les cas peut interroger. Et en tous les cas, on s'est dit que finalement, commencer par cette notion qui est un peu au centre des organisations du pouvoir, comment on peut potentiellement revisiter de qu'est-ce que les nouvelles formes de pouvoir dans les organisations. Donc on aurait pu traiter le sujet pendant 4 heures philosophiquement avec thèse, antithèse, synthèse. On s'est dit qu'on avait moins de temps et donc on va plutôt le faire sous forme de joute oratoire. En 3 minutes, exactement. Donc comment ça va se dérouler? Laurent va commencer en contradicteur, en disant on a besoin de pouvoir pour diriger. Il aura 3 minutes. Ensuite, ce sera Nicolas qui aura 3 minutes pour dire mais on peut tout à fait diriger sans pouvoir, ce n'est absolument pas un problème. Et ensuite, Laurent reprendra la parole 2 minutes pour répondre aux arguments de Nicolas et Nicolas aura encore lui aussi 2 minutes. Derrière, on vous invitera à répondre à 2 questions. Une question de façon individuelle, quel concept, quelle notion vous retenez dans ce qui a été dévoilé pendant cette joute oratoire. Et ensuite, il y aura une deuxième question en collective, par petit groupe de 4. Qu'est-ce que ça fait émerger comme nouvelles questions dans vos organisations? Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur comment ça va se dérouler? Bon, ça va? C'est clair? Bon, eh bien, écoute, Laurent, je te laisse. On doit avoir normalement une vidéo qui va se dérouler juste derrière pour ouvrir cette joute oratoire. Et ensuite, je vous laisse. Merci. Les familles très haut placées oublient souvent une vérité toute simple. J'ai pu le remarquer. Et quelle est cette vérité? Le savoir, c'est le pouvoir. Arrêtez-le. Tranchez-lui la gorge. Arrêtez. Attendez. J'ai changé d'avis. Maintenant, relâchez-le. Reculez de 3 pas. Retournez-vous. Fermez les yeux. Le pouvoir, c'est le pouvoir. Voyez si vous pouvez délaisser un moment vos pièces de monnaie et vos putains, afin de retrouver pour moi la jeune Stark. Je vous en serai infiniment reconnaissante.
Bon, est-ce qu'il y a encore des interrogations suite à cette démonstration? Je ne sais pas. Alors, qui n'a jamais vu Game of Thrones? Bon, vous pouvez vous lever, sortir et passer à la comptabilité, parce que ça, c'est une faute professionnelle, d'accord? Et je pense qu'à une époque où on invente des nouveaux mots, des nouveaux concepts managériaux toute la journée, et d'ailleurs c'est super parce qu'on peut sortir plein de bouquins, c'est assez intéressant de revenir à la réalité, c'est-à-dire que le pouvoir s'exerce sur des individus, sur des hommes, sur des êtres humains, qui sont avant tout des animaux instinctifs. Et ça, dans toute l'histoire, malgré l'invention d'hommes nouveaux, ça se constate. Donc qu'est-ce qu'on a vu avec cet extrait? On a vu 3 formes de pouvoir s'illustrer, ou en tout cas être citées. Donc, par exemple, madame qui n'a pas vu Game of Thrones, je vous dis, je voudrais que vous sortiez de la pièce. Est-ce que j'en ai le pouvoir? J'en ai pas le pouvoir, sauf si j'utilise la force. Donc je vais prendre madame, je vais la prendre par le bras, je la sors de la pièce. Donc l'exécution, parce que le pouvoir n'est pas moral, n'est pas éthique, l'exécution du pouvoir va s'appuyer sur le pouvoir que me confère la force. Si madame est plus forte que moi, je n'ai donc pas le pouvoir de la sortir, parce que je vais échouer. Je vais donc en appeler au pouvoir du collectif. Et je vais utiliser la deuxième forme de pouvoir illustrée par Littlefinger, vous savez, ce monsieur qui essaye de manipuler un petit tout, qui est finalement le pouvoir d'influence. Il parle de l'information, du savoir. Donc je vais faire passer madame pour quelqu'un de moralement absolument inacceptable dans cette pièce. Moi, je vais passer pour quelqu'un de moralement supérieur, et je vais donc vous convaincre, vous influencer pour que ce que je ne peux pas faire seul, vous le fassiez pour moi, et que vous sortiez cette dame de la pièce. Ça, c'est l'influence. 3e forme de pouvoir, indispensable, c'est le pouvoir que confère le statut. C'est-à-dire, j'ai pas besoin d'utiliser la force, je suis votre boss. Donc je vais vous convaincre, même pas vous convaincre, je vais demander à ce que vous exécutiez ma directive et mon souhait. Parce que finalement, tout le monde peut décider. On dit souvent, le pouvoir, c'est la décision. Non, la décision, moi, je décide aujourd'hui que c'est mal de polluer et que donc la pollution s'arrête dans le monde. Est-ce que j'en ai le pouvoir? Non. Voilà. Donc, ce pouvoir s'exerce par ces 3 éléments-là. Et c'est indispensable qu'un manager dans une organisation dispose de l'un d'eux. Alors, sur ces 3 formes de pouvoir, vous avez celui de la force, il n'est plus très à la mode dans les entreprises, vous avez pu le comprendre. Le statut dont je vous ai parlé, c'est-à-dire je suis le chef, j'ai ma voiture de fonction, ma plaque et mon arme, donc j'utilise ce pouvoir, il est très contesté ce statut en ce moment. Même un président de la République, on le traite de tous les noms, on n'a plus de respect, c'est plus général de Gaulle, on disait que c'était sa personnalité, c'est surtout la nôtre qui a évolué. Donc ce statut est en train de s'émousser et il reste le pouvoir de l'influence qui lui explose. Et ça pose un certain nombre de problèmes. Mais pour répondre à la question, peut-on diriger, peut-on manager sans pouvoir? Il faut au manager un de ses pouvoirs pour exécuter sa décision. Merci Laurent. Donc Nicolas, tu auras 20 secondes de plus. 20 secondes de plus. 3 minutes 20. Super. Merci Laurent. Alors c'est une vaste question, parce que je pense que le pouvoir ça fait très très peur, surtout quand on commence à parler de collaboratif, qui peut un peu laisser donner l'impression qu'on va être dans le monde de oui-oui, et que tout le monde va se mettre subitement à collaborer, alors qu'on sait qu'effectivement il y a toujours cette tentation d'avoir des territoires à soi, des divisions, etc. Alors moi je pense que c'est possible de manager sans pouvoir, et je pense qu'en fait on en a déjà au niveau managérial, 100 ans, je pense qu'on en a déjà en fait l'expression, et je vous propose de travailler autour de deux niveaux, c'est-à-dire comment on vide le lieu managérial du pouvoir. On le vide soit par en haut, soit par en bas. Alors ça veut dire quoi le vider par en haut? C'est l'invention des grandes organisations matricielles avec des grands systèmes d'information pilotés par des indicateurs qui sont extrêmement pratiques pour éviter l'arbitraire du pouvoir managérial. C'était un des grands fantasmes des financiers quand ils ont commencé à vouloir déboulonner les managers dirigeants d'entreprise qui ne faisaient pas ce que les financiers voulaient. Et donc, ils ont essayé d'aligner les hommes à partir des systèmes. Et donc, on a vu se développer, et particulièrement là, on en est un peu dans un moment presque d'absurdité que souvent on vit les uns les autres dans des grandes boîtes, où finalement, avoir fixé des indicateurs suffit pour
pour faire avancer les personnes. Ça va être vrai au niveau global politique, c'est-à-dire on doit respecter les 3% de déficit en France, et donc ça fait office de politique, et donc il n'y a plus forcément besoin de qui que ce soit ou de quoi que ce soit pour faire avancer, puisque la règle, le pilotage par la règle, va par déclinaison faire en sorte que les personnes agissent dans un sens commun, sans qu'il y ait besoin d'une influence particulière à différents étages, puisque, alors, il faut tous être d'accord, évidemment, pour avancer dans ce sens-là, mais on va avoir quelque chose qui est fini par être un petit peu introjecté par tout le monde, et on va avoir des gens qui vont se dire, bah, de toute façon, nous, on est des pions, on n'a pas forcément voix au chapitre, on n'a pas forcément d'espace d'autonomie, on a perdu, en fait, la capacité à avoir un pouvoir d'influence à notre niveau, et on entend beaucoup ça aujourd'hui dans les niveaux managériaux. De toute façon, on n'a plus la main sur les rémunérations, on n'a plus la main sur les éléments de motivation de nos collaborateurs, on n'a même plus forcément la main sur les éléments de sanction. Qu'est-ce qui nous reste finalement pour diriger? Donc, ce lieu de pouvoir managérial a été largement vidé, et c'est un reproche souvent qu'on fait. Et donc, dans le réarmement, alors en plus, on peut pousser l'infamie jusqu'à accuser les managers de manquer de courage et donc de plus vouloir faire leur boulot de manager. Si on prend un peu de recul, on se rend compte qu'ils n'en ont plus forcément les moyens, parce que justement, on ne leur donne plus aucun moyen pour exercer un quelconque pouvoir. Donc ça, c'est le vidage du lieu de pouvoir managérial par en haut, où finalement, c'est ce que Foucault appelait les dispositifs, les dispositifs de gestion, qui font qu'on arrive à piloter les gens sans forcément qu'ils aient une quelconque influence à leur niveau respectif. Le deuxième moyen, finalement, de se dire qu'on peut effectivement manager sans pouvoir, ou avoir des managers qui sont sans pouvoir et pourtant des directions qui dirigent quand même, c'est de le vider par en bas. Et là, on peut s'inspirer plutôt de ce qui se passe, alors peut-être de manière un peu fantasmatique parfois, dans les entreprises libérées, où la strate managériale a été un petit peu ventilée façon puzzle et elle a un peu tendance à disparaître. Et ça repose sur cette idée que ceux qui savent font, et qu'il n'y a plus forcément besoin d'aller chercher le contrôle, l'autorité, de mettre le couteau sous la gorge de quelqu'un pour qu'il fasse quelque chose, qui était un petit peu l'imaginaire de Frédéric Taylor, qui considérait quand même que l'ouvrier était structurellement feignant et qu'il fallait quand même aller le pousser aux fesses en lui donnant un petit peu de sou, puis en le contrôlant méchamment, parce que sinon il était tir au flanc. Donc le manager, historiquement, c'est quand même plutôt un garde-chiourme militaire, plus que quelqu'un qui est inspirant, coach. On est encore largement dans cet imaginaire-là, de cette forme de pouvoir assez contrôlante. Si on travaille par en bas, on va aller chercher la motivation intrinsèque des individus, c'est-à-dire comment je fais en sorte que quelqu'un soit content de ce qu'il fait parce qu'il le fait par plaisir et il le fait parce que ça lui plaît, et on est beaucoup plus efficace et on n'a pas besoin d'un exercice quelconque de pouvoir quand on fait quelque chose pour soi, parce qu'on a une forme de plaisir de le faire. Ça se développe, ça a pris la forme de l'empowerment, comment on responsabilise les personnes, comment on va justement redonner du pouvoir d'agir aux individus pour vider ce lieu de pouvoir. Voilà, donc je pense qu'il est du coup possible d'avoir une direction d'entreprise, on peut diriger sans pouvoir. Merci Nicolas. Alors Laurent, sur les arguments de Nicolas, qu'est-ce que tu as à réargumenter, contre-argumenter sur la thèse de Nicolas? Alors, je voudrais citer le général de Gaulle, parce qu'aucune conférence n'est intéressante sans une citation du général de Gaulle. Bon. Comment voulez-vous gouverner un pays qui a 450 variétés de fromage ? C'est ce qu'il disait à la presse quand il fallait diriger la France. Bon, finalement, appliqué à l'entreprise et à ce que tu viens de dire, Nicolas, le sujet est que la légitimité, j'allais dire la capacité d'inspirer, que moi j'appelle l'influence finalement, qui vient du bas, elle est très séduisante, mais elle est très floue. Et un des éléments très importants du pouvoir, c'est qu'il doit avoir des contours précis pour s'exercer de façon efficace. Nous sommes dans un monde de la complexité. Et plus on avance, plus l'entreprise est complexe. Parce qu'avant, l'entreprise, elle devait faire du chiffre d'affaires et du résultat. Point. Et si les gens souffraient à l'intérieur, si ça polluait, si je ne sais pas quoi, ce n'était pas le sujet. Aujourd'hui, on demande aux entreprises de continuer à faire ça. Donc on a gardé un management qui est assez finalement hiérarchique et historique, où on va, comme tu le disais tout à l'heure, pousser aux fesses, où la fonction du manager est du reporting pour informer le patron qui prend la décision, et du contrôle pour s'assurer que la personne qui est dans son équipe applique bien, ça va être mis en perspective et doublé d'un certain nombre d'autres indicateurs et d'avoir un autre mode opératoire de l'organisation, qui est l'organisation matricielle,
où vous allez avoir tout un tas de comités qui vont veiller à ce que les gens soient pas trop stressés, à ce qu'il y ait la parité, à ce qu'il y ait l'inclusion, à ce que l'entreprise soit responsable, à ce que tatati tatata. Et donc tout ça appliqué au manager, ça fait que le manager, finalement, il n'a plus de pouvoir, parce que quand il est en train, il n'en a plus assez pour prendre une décision. Il doit se coordonner avec 50 comités et plus personne n'a envie de prendre la moindre décision parce que c'est compliqué. Tu parlais de courage tout à l'heure. Aujourd'hui, un manager qui décide, il doit avoir un énorme courage parce qu'il sait forcément qu'il va enfreindre un certain nombre de règles transversales et on va le critiquer et le juger. Parce que c'est tellement confus, il y a tellement d'indicateurs qu'il y en a forcément un qui va passer au rouge quand je prendrai une décision. Donc autant ne pas décider et filer à la patate chaude de la décision à on ne sait pas qui. Et ça, tout le monde en souffre. C'est-à-dire que les managers disent mais attendez, nous on a un problème, on le voit, on remonte ça, c'est pas arbitré. Le manager, il dit je sais plus à quoi je sers parce que quand je décide on m'engueule, quand je décide pas on m'engueule. Donc on a besoin de clarifier ces éléments. Or, on n'aime pas ça. Si vous voulez, aujourd'hui, on a une lutte entre les deux pouvoirs qui sont le pouvoir statutaire qui est très précis, mais bon, il est quasiment d'inspiration divine et on n'aime plus ça, quoi. C'est-à-dire le manager un peu égotique qui va prendre des décisions et qui se dit ça on s'en fout, etc. On va un peu le critiquer quand même, on n'aime plus trop. Et d'un autre côté, on a une sorte d'intermittent du spectacle qui va nous expliquer la vie, qui va être compliant à tous les éléments structurels de la société, mais qui sera plus capable de prendre une seule décision. Donc il ne sait plus à quoi il sert. Et ça, c'est l'influence. Voyez. Donc on a une lutte entre le statut et l'influence en ce moment, il n'y a qu'à regarder Twitter, quand on dit en fait le talent de quelqu'un va s'imposer à tous, vous prenez Twitter et vous regardez les groupuscules. C'est-à-dire que nous, on adhère à la chapelle de un tel et un tel. Par contre, on déteste la chapelle de trucs bidules et machin. Mais par contre, on prend la salle, il y a la moitié qui va avoir un avis opposé par rapport au choix des gens que je suis. C'est pareil dans une entreprise. Quand vous n'avez pas, au bout d'un moment, une légitimité tranchée et donnée à quelqu'un qui fait que même si on n'est pas d'accord, on suit ce qu'il dit, il va y avoir des gens qui disent non, finalement, le pouvoir comme construction mentale, moi je décide de ne pas obéir. Et si moi je vous donne un ordre en tant que hiérarchique en disant on sort cette dame de la salle parce qu'elle n'est pas compliante avec un certain nombre de trucs, vous avez la possibilité de dire moi je trouve que tu n'as pas la légitimité de demander ça, donc je te désobéis. Et ça aujourd'hui dans les entreprises, c'est pour ça qu'on a du mal parfois dans les grandes organisations à faire avancer les projets, parce que l'autorité, le pouvoir est tellement diffus que quand on prend une décision, c'est très compliqué de la prendre, ensuite pour la faire appliquer, c'est encore plus difficile. Merci Laurent pour cette belle argumentation. Alors Nicolas. En général. Repos. Je pense que le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que c'est la façon même qu'on a de concevoir le pouvoir qui pose problème, puisque je pense qu'on le voit assez bien dans le monde politique ou dans le monde éducatif. Il y a cette idée qu'il faut redonner l'autorité du professeur, comme si elle avait été abîmée tellement que finalement il fallait retourner à la férule du hussard noir de la République avec sa réglette et puis sa capacité de fouetter les enfants, parce qu'il n'y a que comme ça que ça marche, il n'y a que comme ça que ça avance. Il y a une étude récente qui est sortie qui était un peu inquiétante sur le désir d'être prêt à un régime autoritaire en France pour pouvoir remettre de l'ordre, parce que quand même ça suffit la chienlit. Et donc c'est cet imaginaire-là de finalement il faut un homme puissant. En plus là, la France aime bien les hommes providentiels, les Napoléons. Et puis dès qu'elle les met en scène ou qu'elle les met en place, on le voit avec Macron, et le sport national, c'est commencer tout de suite à le dézinguer. Et donc je pense qu'il y a un problème avec notre imaginaire même du pouvoir. On est une société qui est de plus en plus éduquée, on a de plus en plus de mal à supporter finalement qu'il y ait justement un arbitraire du chef, qu'il y ait une autorité du chef. Une fois encore, on hérite d'une structure de pouvoir qui date d'une époque militaire, qui date d'une époque où il faut domestiquer des paysans qui sortent de la campagne, il faut les faire travailler dans l'usine avec des cadences, il faut leur faire des trucs qui leur piquent leur savoir-faire, et pour faire ça, ils ne sont pas du tout dans la motivation intrinsèque, ils sont dans la police, et ils sont dans quelque chose où il faut effectivement contrôler les corps, contrôler les esprits. On est encore beaucoup dans cet imaginaire-là. Il y a une étude de BPI qui est sortie il y a quelques années sur le rapport qu'on a aux managers en France, et on est très très mauvais dans la conception de notre relation managériale, où on considère beaucoup que le manager français, il n'est pas forcément à l'écoute, il n'est pas forcément en soutien, il n'est pas forcément inspirant, il n'est pas coach,
coach, il n'est pas soutenant. Et donc il y a un déficit très important de confiance et de crédit finalement au rôle managérial en France. On est encore, je crois, alors pas partout évidemment, l'exercice fait qu'on est un peu à la schlag, mais on est encore beaucoup dans quelque chose qui n'a pas changé. Il n'y a pas eu de révolution dans la conception qu'il peut y avoir du manager. Il y a la mode du manager coach. Bon, on la voit finalement assez peu traduite en réalité dans la vraie vie. Et donc je pense que c'est ça qui permet de penser le fait que oui, il peut y avoir de la direction sans pouvoir, c'est-à-dire sans cette forme de pouvoir autoritaire. Et une fois encore, inventer des formes de gouvernance plus démocratiques, plus participatives, où justement on embarque les gens à partir de leur intelligence, à partir du respect qu'on peut avoir de leur savoir. On nous dit souvent dans les organisations, de toute façon on nous écoute plus, on vient plus chercher les gens qui savent, on nous impose des solutions qui tombent du ciel. On voit bien qu'il y a cette demande-là d'être co-dirigeant et de pouvoir participer au processus décisionnaire sans nécessairement avoir besoin de quelqu'un qui a l'exercice du pouvoir pour pouvoir trancher. Donc il me semble quelque chose à réinventer justement autour de cette notion et puis d'officialiser, parce que c'est souvent un impensé de l'organisation, on n'ose pas en parler parce que ça fait un petit peu sale. C'est-à-dire qu'il y a toujours un côté, tout le monde sait qu'on est régi par des problématiques de territoire, il y a plein de changements qui échouent, parce qu'à un moment donné, on va aller empiéter sur la zone de machin, le nombre de divisions de bidule, le fait qu'ils perdent des moyens, des gens, du budget, et que ça nuise à sa superbe. Et donc, il y a quelque chose qui n'est pas forcément parlé, qui n'est pas forcément dit. Et c'est pas un objet vraiment de travail, c'est rarement abordé, on n'ose pas l'aborder. Et je trouve que c'est un impensé souvent du collaboratif. Le collaboratif, c'est pour ça que je parlais du monde de oui-oui tout à l'heure. Pourquoi, à un moment donné, je vais partager mon information sur un réseau social interne? Qu'est-ce que ça me rapporte? Rien, si ça me rapporte rien, je le fais pas. Voire quelqu'un va s'emparer de mon information de Littlefinger et peut-être même pour me nuire. Donc j'ai pas du tout intérêt d'aller partager quoi que ce soit. Donc ces réflexions-là, ah oui, mais quand même, on va pas les aborder parce que ça fait tâche un peu, quoi. On va pas oser dire finalement qu'on est aussi régi par ça. Donc je pense qu'il faut en faire un sujet de réflexion, il faut en faire un sujet de discussion pour gagner en maturité sur ces questions-là, c'est-à-dire oser aller affronter que c'est un sujet. Et comment on fait pour que ça ne devienne pas ni un retour à l'autorité dont on nous rebat les oreilles en ce moment avec une espèce de fantasme qu'il faut un pouvoir avec un chef à plume, avec des gros poils et de la testostérone. Il y a quelque chose à dépasser par rapport à ça pour inventer une direction sans cette forme-là de pouvoir qui est, je crois, très ancienne. Merci beaucoup à vous deux de vous être prêtés à cet exercice de joute. Je précise qu'on n'avait rien préparé ensemble.